Bien, je vais vous présenter un petit test comparatif euh, concernant l'amélioration des performances de ma voiture. Alors, pour cela, vous allez voir, j'ai sélectionné des voitures de haute performance qui serviront de référence à mon test. Et puis, j'ai également donc réalisé un enregistrement à partir d'un logiciel d'acquisition de données que je vais vous présenter. La Corvette, elle est née au pays des cow-boys, qui mènent parfois la vie dure à leur monture. Il faut espérer qu'elle a été taillée pour résister aux burns répétés et aux duels sur le quart de mile à départ arrêté. Pour ma part, je ne me suis pas lancé dans cet exercice particulièrement exigeant pour la transmission en particulier. Les tests ont pour but simplement d'évaluer les résultats de la préparation moteur sans que viennent interférer d'autres paramètres tels que l'adhérence ou la dextérité du pilote. Je les ai donc réalisés en phase d'accélération continue, dans une plage comprise entre le couple maximum et la puissance maximum, sur le 4e rapport, afin d'éviter tout patinage indésirable, et sans atteindre des vitesses incompatibles avec l'espace disponible. Pour mesurer le temps nécessaire pour passer d'une vitesse à une autre, c'est-à-dire l'accélération, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelle VCM Scanner, qui est un logiciel d'acquisition de données qui permet d'enregistrer en temps réel tout un tas de données, dont notamment la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse réelle, hein, pas la vitesse, c'est plus au compteur, mais la vitesse réelle, en fonction du temps. Donc c'est ce qu'on voit sur ces graphiques, où on représente au travers de données numériques et de courbes les différents paramètres qui sont enregistrés, enfin un certain nombre de ces paramètres, dont donc la vitesse et le temps. Alors le temps, on le lit ici, là. Donc ici par exemple, le curseur est placé au temps égal à 1 minute 40 secondes et 130 millièmes, qui correspond juste au moment où la vitesse était de 180 km à l'heure, c'est ce qu'on voit ici, hein, la vitesse est indiquée ici. Voilà, et donc si je me déplace vers la droite, on est en phase d'accélération continue, et on va arriver par exemple jusqu'à 240, voilà, alors on va se mettre juste à l'instant où on atteint 240, hop, voilà. Alors c'est très sensible parce que la vitesse change rapidement. Il faut se mettre juste au moment où ça passe à 240. C'est pas facile, voilà. Et donc on voit que ça correspond au temps de 1,45-130. C'est-à-dire exactement, là dans ce cas-là, dans cet exemple, exactement 5 secondes après être passé à 180. Donc le temps de passage de 180 à 240, là, dans ce cas-là, est exactement de 5 secondes. Ouais, de la même manière, on pourrait obtenir le temps pour passer de 180 à 220 ici, etc. Voilà le principe. Alors voilà la liste des véhicules que j'ai sélectionnés pour effectuer la comparaison avec ma propre voiture. Donc j'ai retenu la Corvette C6 Z06, la Corvette C6 ZR1, la nouvelle Corvette C7 Z06, la Porsche 911 GT2 RS, qui est donc la version la plus performante jamais produite pour la 911 en série, petite série d'ailleurs, la Nissan GTR Nismo, qui est également la version la plus affûtée de la GTR, et enfin la Ferrari F12 Berlinetta. Toutes les données qui sont ici présentées sont issues d'un site qui s'appelle The Perfs,
qui en fait reprend une compilation de tous les résultats enregistrés au travers de tests effectués par des revues spécialisées. Alors évidemment, selon les tests effectués, on peut avoir des disparités au niveau des résultats. C'est pour ça qu'on voit en face de chaque ligne des valeurs, deux valeurs, donc la meilleure et puis la plus mauvaise. J'ai pris le parti de ne retenir que les meilleures valeurs. Ce ne sont pas forcément les plus fiables, mais ça a au moins l'avantage de favoriser la concurrence. Donc par exemple, si on regarde ce qui a été enregistré pour la C6706, eh bien, à 180 elle passe à 9 secondes 4, à 200 à 11 secondes 7, à 220 à 14 secondes 6, à 240 en 16 secondes 9, et donc en faisant des soustractions, on peut obtenir le temps de passage d'une vitesse à une autre, et ainsi de suite pour chacun de ces véhicules. Voilà donc le principe retenu pour effectuer des comparaisons. À présent, j'ai reporté toutes ces valeurs dans un tableau Excel. Donc, tous les temps correspondant aux véhicules que j'ai sélectionnés, plus quelques autres ici. J'ai également indiqué les puissances annoncées par le constructeur, ainsi que le poids annoncé, et puis le poids mesuré. En fait, tous ces chiffres-là sont donc issus du site The Perf. Et j'ai donc reporté les temps que j'ai mesurés grâce à mon logiciel d'acquisition de données concernant ma voiture pour donc le passage de 180 à 220 qui se trouve ici. Donc on voit que c'est pas trop mal, hein, puisque c'est un des meilleurs, des tout meilleurs temps. Alors en fait j'ai indiqué deux valeurs parce que j'ai fait plusieurs essais. La première ligne, ça correspond à un essai que j'ai fait dans la dernière configuration de la voiture, c'est-à-dire avec l'aileron monté. Alors il faut savoir que l'aileron, il a l'avantage évidemment de procurer de l'appui. Hein, alors l'appui d'ailleurs, on peut le voir ici, je l'ai indiqué ici. Donc par exemple, à 180 km à l'heure, on a environ 100 kg d'appui, à peu près 100 kg d'appui. Et cet appui, il croît évidemment avec la vitesse pour atteindre jusqu'à presque 180 kg d'appui à 240. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'évidemment il y a une traînée qui entraîne une consommation de puissance. Alors à 180 km à l'heure, c'est une consommation de puissance qui reste relativement modeste puisqu'elle est encore inférieure à 10 chevaux. Mais quand on approche de 140, on dépasse les 20 chevaux consommés par la traînée. Bien, donc évidemment, c'est un peu pénalisant. Donc j'avais également, préalablement, avant le montage de l'aileron, réalisé un test sans l'aileron. Et on voit qu'effectivement, en termes d'accélération, on est un peu meilleur puisqu'on gagne à peu près 3 dixièmes sur le 180 à 220. J'ai pas réédité cet essai sur tous les tests, mais donc il faut savoir que ça a donc une petite influence tout de même. Sachant qu'en plus, l'appui augmente très légèrement également la résistance au roulement du fait que ça charge davantage les pneus arrière notamment. Malgré tout, donc on voit qu'avec l'aileron, dans tous les cas, on obtient quand même des résultats qui sont plus que satisfaisants, hein, puisque c'est proche des des tout meilleurs temps. Voilà, donc on peut regarder ça, et notamment par rapport à une Porsche GT2 RS qui était un peu mon modèle de référence pour faire ces tests. Ben, on voit que dans les 3 tests effectués, les temps sont meilleurs pour ma voiture. Les temps indiqués sur la première ligne sont une moyenne des temps relevés dans les deux sens de circulation.
Voilà, bye bye.